Bonjour, Fred Savard avec vous pour ce 36e épisode de la saison 3 de la balado de Fred Savard. Premier épisode depuis très longtemps, en déconfinement, sans couvre-feu. J'espère que vous en profitez ou pas. Moi, j'avoue que ça fera pas, pour l'instant, ça fera pas révolution ici même. Avec un jeune poupon, je pense pas qu'on va se tenir sur les terrasses dans les prochains jours. J'avoue que côté couvre-feu, moi, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines qu'il est terminé. Habitant sur une rue assez passante à Montréal, doté d'une piste cyclable en plus, je peux vous dire que ça fait au moins 2 semaines que beaucoup de gens circulent après 21h30 et je pense que la police aussi est un petit peu tannée d'appliquer le couvre-feu. Je pense qu'on était tous un peu las, comme on dit. Mais voilà, et il y a beaucoup de nouveautés. Le Canadien qui poursuit, j'avoue que moi j'ai décroché du hockey depuis longtemps. J'ai regardé d'un œil distrait le dernier match qui a vu le Canadien l'emporter et je me suis dit, oh boy, j'espère que le Canadien n'ira pas loin en série parce qu'on va avoir plein d'éclipses médiatiques. On va nous passer plein de choses, bien qu'on le fait déjà sans éclipse. Et j'ai vu les billets au Centre Bell parce que ce soir, le match au Centre Bell, les billets étaient entre 1000 et 4000 $. J'ai vu ça passer, des gens enthousiastes après la victoire de jeudi soir qui ont décidé d'être parmi les 2500 chanceux. Alors, c'est entre à peu près 1000 et 4000 $. Et il paraît qu'on fournit le purel à l'entrée et le lubrifiant. Alors, c'est au moins ça. Les gens du Centre Bell ne sont pas chiches. Je vous parlais des projets controversés. Effectivement, les éclipses médiatiques ne sont pas nécessaires. Ils s'enfilent au grand jour et le taux de popularité de ce gouvernement ne cesse d'augmenter. Le dernier pourcentage que j'ai vu, 82% des gens sont satisfaits. Et c'est selon un sondage qui n'a pas été commandé par le gouvernement Legault. C'est quand même assez rare. Paraît qu'on a dépassé le $1 million cette année en sondage. J'en ai vu un autre aussi en une du Journal de Montréal à l'effet que Denis Coderre serait en avance de 12 points sur Valérie Plante. Bon, on le prend avec un grain de sel quand même. Il a été effectué, c'est Léger, la firme Léger, effectué auprès de 500 internautes pendant 2 jours, marge d'erreur de 4,4 %. Je suis pas sûr qu'un sondage de cette précision méritait la une du Journal de Montréal, mais bon, je pense que ça fait partie de ce mouvement médiatique qu'on peut voir pas seulement au Journal de Montréal, d'essayer de nous enfoncer Denis Coderre. Et là, cette semaine, je m'imaginais l'univers politique qu'on allait avoir un jour pas si lointain, avec François Legault comme premier ministre et Denis Coderre comme maire de Montréal. Alors, amenez-en des gros projets du 20e siècle. Cela dit, j'essaie quand même d'être positif. Il y a peut-être du progrès. On apprenait cette semaine. Là, je veux pas revenir sur le 3e lien. Je t'ai parlé la semaine dernière et là, les partis d'opposition ont talonné le gouvernement qui paraît pas très bien dans ce projet de tunnel, entre autres, à 10 milliards. Mais là, on lance un appel d'offres pour doter 48 000 classes de lecteurs de CO2. Je tiens à le dire parce que la balado a été une des premières, je pense, au Québec, sans vouloir me péter les bretelles, à parler des aérosols, du rôle des aérosols, de la qualité de l'air dans la transmission de la COVID. Alors là, le gouvernement veut surveiller la qualité de l'air dans les écoles. Moi, je commencerai par surveiller la qualité du ministre Roberge avant de surveiller la qualité de l'air. Je pense que ça presse. Ministre Roberge qui essuie les critiques sans relâche, mais peut compter sur la confiance aveugle du premier ministre. C'est vraiment un phénomène que je ne m'explique pas. Mais bon. Autre nouvelle cocasse, mais en même temps qui, je pense, nous démontre bien l'état du débat sur la souveraineté du Québec. C'est cette motion demandée par le Parti québécois pour que le Québec ait enfin son emoji. Je pense qu'on en est là, malheureusement. C'est peut-être un peu déprimant pour certains nationalistes, mais la manifestation de souveraineté du Québec, là, le petit sursaut qu'on peut voir, c'est pour qu'on ait un emoji. Parce que si on voulait mettre un drapeau du Québec ou ce qui semblait être un drapeau du Québec dans un texto, il fallait utiliser le drapeau de la Martinique. Je trouve ça quand même un peu ironique. Et là, il faut faire la demande, il paraît, à l'organisme international
Unicode, et c'est lui qui crée les nouveaux emojis. On a toujours une centaine de nouveaux emojis par année, là. Là, on n'en a pas pour le drapeau du Québec. Alors voilà, c'est ce qui occupe le Parti québécois. C'est vraiment... ça parle, je trouve. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps pour faire mon intro parce que cette semaine, je suis très heureux d'accueillir Céline Lafontaine, qui est professeure, qui est sociologue, professeure de sociologie à l'Université de Montréal et qui a écrit le livre Bio-objet, les nouvelles frontières du vivant. J'ai hâte de vous la faire découvrir. J'ai lu ce livre-là de façon... c'était vraiment une lecture passionnante, pas facile, des sujets très techniques, mais qui nous oblige à réfléchir parce qu'on est entouré de bio-objets. En tout cas, je ne vais pas vous donner trop de détails parce qu'on va parler avec Mme Lafontaine tout à l'heure, mais juste avant, ça, je suis très heureux, on va retrouver notre ami Amadou Sadjo-Barry et il va nous parler d'un sujet explosif. Je ne vous le dis pas tout de suite, alors on va le rejoindre tout de suite. Alors, très heureux de retrouver à la balado Amadou Sadjo-Barry. Bonjour! Bonjour Fred. On vous entend pas assez souvent. On vous entend pas assez souvent, Amadou, mais bon, on a eu des problèmes de dispo et bon, vous êtes très occupé, hein, professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe. Ça ne laisse pas beaucoup de temps libre, visiblement. Et, bon, ça va. non, j'exagère un peu. Et surtout que vous m'avez proposé un sujet qui tombe pile avec l'actualité et qu'on n'a pas beaucoup traité, puis je suis content de le faire et je sais que par contre, ça va créer la controverse. Vous aviez envie de de poser votre réflexion sur le conflit Israël-Palestine qui malheureusement réoccupe l'actualité. J'en ai glissé un petit mot avec Hélène Faradji la semaine dernière et j'ai eu droit à plusieurs messages de gens un peu courroucés. Alors, vous êtes fait fort, Amadou? Ben écoutez, c'est vrai que c'est un conflit qui pose des problèmes à la fois d'abord politique et surtout religieux parce que c'est un conflit qui met en tension, voilà, de religion, de la religion juive et de la religion musulmane. Mais je pense qu'au-delà de ces dimensions religieuses, on peut avoir un regard critique d'un point de vue rationnel justement sur les tenants aboutissants pour comprendre un peu les logiques du conflit et surtout ce perpétuel affrontement entre l'État hébreu et le Hamas qui de part et d'autre, conduit à des morts d'hommes. Oui. Alors là, remettons ça en contexte. Donc, quatrième guerre de Gaza, après celle de 2009, 2012 et 2014. Visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au mois de mars, le 25, en fait, la semaine dernière. 232 morts. Là, bon, j'imagine le décompte s'est peut-être modifié quelque peu. Bon, 232 morts du côté palestinien, dont 65 enfants, et 12 morts du côté israélien. Je trouve que juste cette statistique-là démontre bien le déséquilibre qui est en jeu. Pression diplomatique du côté américain et du côté de l'Égypte. Bon, l'origine de cette dernière déflagration, on pourrait la situer où, Amadou Sadjo-Barry? Ben, il y a d'abord la volonté du gouvernement israélien actuellement d'expulser des familles palestiniennes d'un quartier de Jérusalem, le quartier Sheikh Jarrah, des expulsions qui sont basées une fois encore sur l'autorisation de la justice israélienne, sur le fait que certains colons israéliens, certains Israéliens, surtout les nationalistes religieux, pourraient récupérer des terres de leurs ancêtres sur lesquelles les populations palestiniennes vivent depuis des décennies. Donc, la justice israélienne autorise à ce que ces populations-là soient expulsées. Bon, disons que ces expulsions n'ont pas commencé au mois d'avril. Depuis 2000 déjà, nous assistons à une colonisation des territoires palestiniens, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, et qui aussi a été amplifiée par la reconnaissance des États-Unis de Jérusalem comme la capitale désormais d'Israël. Donc il y a cette tentative que certaines personnes d'ailleurs, même en Israël, ont essayé de condamner. Je pense ici par exemple aux anciens premiers ministres Ehud Olmert et même à Levi Pizni par exemple, l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Donc il y a à l'origine de cette nouvelle tension, de ce nouveau conflit entre Israël et la Palestine, il y a d'abord cette colonisation
de la part d'Israël le territoire palestinien. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de peut-être de nouveau. Évidemment, moi, je peux pas dire que c'est un conflit, je trouve, qui est difficile à suivre de façon... En fait, il faut vraiment, vraiment le suivre de près. On peut pas juste lire de temps en temps. Si on veut, dans une balado comme la mienne, en discuter. Et je l'ai bien vu parce que je vois bien qu'ici même, au sein d'un certain nationalisme québécois, c'est difficile de parler des Palestiniens. Et j'ai l'impression que il y a une certaine nouveauté dans ce conflit-ci, en tout cas dans cet épisode-là, c'est qu'on fait vraiment une différence entre le gouvernement et le peuple israélien, parce qu'on a vu, entre autres, des manifestations d'Israéliens à l'intérieur même du pays pour dénoncer ce qui se passe, et c'est peut-être moins évident avant ça. On le voyait moins, je pense. C'est un phénomène tout à fait inédit qui a été souligné par beaucoup d'observateurs d'ailleurs de ce conflit, conflit qui date maintenant de presque un siècle, 70 ans de conflit. Un conflit aussi chronique, faut-il le rappeler. Et là, on assiste, et de manière inédite, à une manifestation des Palestiniens d'Israël. Oui. Voici, ce ne sont pas d'Israël. Et c'est ce qui est tout à fait inédit. Et dans le sens où, dans les précédentes guerres, celles de 2009, 2012 et bien d'autres, bien que, disons, les Arabes d'Israël ou les Palestiniens d'Israël ont toujours été contre la façon dont le gouvernement israélien traite les populations palestiniennes et surtout encourage, et là il faut le dire vraiment, l'occupation des territoires palestiniens. Cette fois-ci, vraiment, il y a eu une contestation de l'intérieur même d'Israël dans des villes mixtes où vivent les populations juives et arabes. Et cette fois-ci, ça montre jusqu'où la tension n'est pas simplement politique, parce que cette volonté d'expulser les populations de la ville de Jérusalem, de Sheikh Jarrah, parce que les nationalistes extrémistes juifs, de l'autre côté aussi, on le sait très bien qu'il y a des nationalistes extrémistes musulmans qui vont revendiquer aussi une lecture radicale de l'islam. D'ailleurs, ici, nous sommes dans un conflit où cette fois-ci, depuis les années 50 d'ailleurs, on le remarque, il y a le nationalisme est passé d'un nationalisme politique à un nationalisme religieux, où des absolus ou des interprétations absolues de la religion qui vont revendiquer une appartenance à la terre de Jérusalem vont s'affronter. D'ailleurs, c'est ce qui complique actuellement toute possibilité de résolution de ce conflit-là. L'implication de la dimension de la religion dans sa vision vraiment absolue. Donc là, c'est cette tension à l'intérieur même d'Israël, de populations qui contestent cette fois-ci la colonisation d'Israël, enfin de la Palestine par Israël, c'est tout à fait nouveau et c'est une nouveauté d'ailleurs que certaines personnes ont souligné pour dire que peut-être que cette fois-ci c'est un élément à considérer dans cette nouvelle phase de tension entre Israël et la Palestine. À la fin du mois d'avril, il y a deux organisations non gouvernementales, l'israélienne B'Tselem et l'américaine Human Rights Watch, qui qualifiaient carrément, et ça selon vous c'est un peu une première, en fait pour l'organisation américaine Human Rights Watch, mais qui qualifiait carrément d'apartheid le traitement d'Israël réservé aux Palestiniens. Oui, c'est une première parce qu'il suffit de lire encore les précédents rapports de Human Rights Watch ou encore des ONG de défense des droits de la personne sur Israël. Je veux dire, le terme d'apartheid, longtemps réservé aux pratiques ségrégationnistes et raciales en Afrique du Sud, l'endroit des Noirs sud-africains, a été repris ici justement pour qualifier le traitement réservé par Israël aux Palestiniens. Et une fois encore, c'est toute la question ici vraiment de l'occupation des territoires, c'est-à-dire il y a une volonté vraiment de la part des nationalistes juifs en Israël, donc qui se sont basés vraiment sur des considérations fortement religieuses, une lecture justement religieuse des territoires en Israël et surtout de la vieille ville de Jérusalem pour dire qu'il faudrait quasiment faire de Jérusalem une ville juive. D'où d'ailleurs le coup de pouce que Donald Trump avait donné à Netanyahou en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël qui était contre tous les accords au niveau international. Donc là-dessus, vraiment, c'est une première de voir que Human Rights Watch va jusqu'à qualifier ce traitement-là, c'est la colonisation de Jérusalem-Est et aussi la Cisjordanie d'apartheid. Et ce n'est pas Human Rights Watch. À l'intérieur même d'Israël, il y a des ONG qualifiées de gauche ou même d'anciens premiers ministres qui sont qualifiés, si vous voulez, qu'on traite souvent de proximité avec des tendances islamistes en Palestine, qui alertent sur le danger d'accentuer
la colonisation ou l'occupation du territoire palestinien, parce que ça nous confronte, non seulement ça rend impossible la solution toujours convoquée des deux États, mais ça confronte Israël même à un problème majeur qui est celui d'occuper des territoires et finalement se retrouver plus tard avec une population palestinienne, une minorité de Palestiniens qui habitent déjà les territoires israéliens. Donc c'est toute la manière dont la démocratie israélienne traitera cette minorité arabe musulmane qui se posera plus tard. C'est pourquoi certains juifs même appellent à la solution de deux États, d'un État multinational et non pas d'un État uninational, comme certains extrémistes religieux veulent le faire aujourd'hui. Là, je vous lance, on n'en a pas parlé avant, mais moi ça m'a un peu titillé. Bon, évidemment, c'est une frange particulière de nationalistes québécois, mais on semble avoir beaucoup de difficultés à enlever le côté terroriste des revendications des Palestiniens. On a toujours l'impression que c'est la seule réponse qu'ils peuvent avoir et que c'est pour ça qu'Israël doit se défendre et que et j'essaie de trouver l'origine de ça parce que sur les médias sociaux, c'est assez clair. Il y a eu des manifestations à Montréal, il y a eu des affrontements, on a mis toute la responsabilité du côté des Palestiniens. Pourquoi on n'est pas capable? Puis ça me fascine d'un mouvement qui dénonce le colonialisme fédéral depuis longtemps du Canada, avoir la difficulté à le voir dans la dynamique qui oppose Israël et Palestine. Oui, en fait, dans l'histoire de ce conflit, il y a tout aussi son transfert au niveau international et au sein des démocraties libérales, comme le Canada ou la France, où vivent des personnes, des citoyens qui sont juifs ou des musulmans. Et on le voit dans les manifestations souvent. Des personnes d'origine musulmane qui supportent la Palestine et d'autres qui sont de confession juive ou en tout cas qui se revendiquent telles qui supportent Israël. Mais il faut quand même reconnaître que du côté palestinien, tout n'est pas rose non plus. Parce que ce conflit d'abord intervient dans un contexte de crise politique à la fois en Israël, où Netanyahou est incapable de constituer un gouvernement, mais aussi à la fois du côté palestinien, où ce qu'on appelle en guillemets l'autorité palestinienne est vide d'autorité. Et c'est là d'ailleurs toute la problématique de la résolution de ce conflit-là, parce qu'en réalité, c'est le Hamas qui est vraiment maître du jeu en Palestine, surtout dans la bande de Gaza. Le Fatah de Mahmoud Abbas n'a aucun contrôle sur la bande de Gaza depuis les années 2000 et même au-delà. Donc il y a quand même du côté palestinien des manifestations qui portent à croire que au-delà des questions politiques, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une haine des Juifs, qui est basée souvent sur une revendication religieuse. Et cette haine des Juifs qui s'inscrirait, selon certains, je pense bien s'inscrirait, selon certains, dans la tradition, en fait, dans les références musulmanes, entre le Coran et les traditions prophétiques. D'ailleurs, cette haine des Juifs qui aussi souvent se transporte dans le monde arabo-musulman. Donc certains, en Palestine, et là depuis 48, depuis la création de l'État d'Israël, vont aller chercher dans l'histoire même des rapports entre l'islam et le judaïsme pour justifier des attaques contre Israël et perpétrer des attentats, comme on l'a vu dans les années 80 par exemple. Donc le Hamas non plus n'est pas sans culpabilité, enfin pas sans responsabilité, même culpabilité dans ce qui se passe. C'est pourquoi certains ont parlé de groupes terroristes, de groupes islamistes, dans le sens où c'est des attaques quand même qui terrorisaient la population israélienne. La difficulté avec une telle lecture, c'est simplement de la baser sur des considérations religieuses qui vont jusqu'à qualifier exclusivement le Hamas d'un groupe terroriste et donc qui le disqualifient des négociations officielles. Et c'est là le paradoxe. Alors qu'en coulisses, lorsque l'Égypte fait la pression sur la Palestine, à qui on parle, c'est au Hamas. Donc Anthony Blinken ne rencontre pas le Hamas pour faire voir qu'en fait qu'il soutient Israël, bien qu'il défende aussi la possibilité de deux États, mais qu'il renvoie toujours le Hamas à un groupe infréquentable, alors que les diplomaties du monde arabe vont négocier avec le principal, justement, responsable, l'autorité même, si vous voulez, qui est le Hamas. Donc c'est là toute la contradiction de toujours disqualifier ce groupe-là, malgré des actes condamnables qu'il a posés dans les précédentes années et qui continue toujours de poser, parce que rappelons encore que 12 morts, ça n'est pas quand même rien, bien que l'asymétrie de force entre le pouvoir israélien et le Hamas n'est pas du tout la même chose, mais une mort d'homme est une mort d'homme, et 12 morts en Israël est aussi condamnable. Oui, tout à fait. Bon, ça fait plus de 70 ans. Là, vous allez tenter, parce que je suis votre plan. Moi, je ne serais jamais allé là, mais vous êtes très courageux. Ça fait 70 ans que ce conflit perdure. Il est toujours sans solution. Et malheureusement, on a toujours l'impression qu'il n'y aura jamais de solution.
Oui, écoutez, si on prend ce conflit depuis 1948 et même avant, Oui. on va remonter à la colonisation dans les années 30, Oui. d'autres iront même que si vous voulez dans en fait la création, la présence même oui, des Arabes, les Arabes et des Juifs, l'histoire même de savoir à qui appartient ce territoire-là. Alors ça, c'est beaucoup de lectures et beaucoup de contradictions et tout. Moi, je rentrerai pas là-dedans parce que ça nous prendrait toute la balado. Mais il faut juste remarquer que il y a quand même dans ce conflit une nouvelle dynamique que des chercheurs comme Alain Dikoff ont rappelé tout récemment, c'est-à-dire que le nationalisme a toujours été au cœur de ce conflit. Il y a toujours eu une vocation, en fait, une dimension politique à ce conflit. Rappelons le nationalisme de Nasser, la guerre de 6 jours dans les années 60, qui a vu la victoire d'Israël, une victoire majeure qui a permis à Israël, justement, dans les années 67, à occuper beaucoup de territoires palestiniens. D'ailleurs, rappelons que la Cisjordanie et certains territoires à Jérusalem-Est sont occupés illégalement depuis 67 par Israël. Ça, c'est pas une question d'être anti-juif, c'est simplement au regard du droit international que de le reconnaître. Certains chercheurs vont jusqu'à parler, à noter que depuis 48, et surtout depuis la victoire d'Israël dans les années 60, plus de 800 000 ou même 700 000 personnes palestiniennes ont été expropriées. Ce n'est pas quand même rien. Non. Donc il y a toute cette dimension politique de la colonisation qui est là, mais qui depuis les années 50, une fois encore, a pris une coloration fortement religieuse. Et c'est là où le conflit a pris un tournant que je pourrais qualifier de dangereux, parce que la religion a quelque chose d'absolu. D'absolu qui rend impossible le compromis et la conciliation, à la fois du côté palestinien et du côté israélien. Lorsqu'on vous dit aujourd'hui du côté israélien que Jérusalem doit être une terre juive, et donc que cette judéicisation de Jérusalem a pour implication de facto et de jure d'exclure les Palestiniens alors qu'ils y habitent depuis des décennies, vous voyez que là, ça pose des tensions assez considérables. Et c'est pourquoi j'ai écrit dans le texte de Devoir en disant que c'est une sale guerre, mais qu'il y a des beaux jours devant elle. Parce que cette question-là, c'est pas par la religion qu'on va la régler. Il faut aussi une solution politique, parce que c'est d'abord et avant tout un problème politique. Donc, il y a eu des accords dans l'histoire, Je pense à la conférence de Madrid en 91, les accords d'Oslo. Mais rappelons encore les accords d'Oslo qui ont été très commentés en 93, qu'après les accords d'Oslo, les contradictions même au sein de la société israélienne entre les deux visions d'Israël, une vision religieuse, une vision politique, a conduit les extrémistes religieux à tuer Yitzhak Rabin en 95. Le premier ministre israélien, on se rappelle. Donc, vous voyez que cette dynamique religieuse, cette tentative de toujours porter une lecture religieuse du conflit est à la fois présente au sein même de la société israélienne où deux visions s'opposent. Aujourd'hui, malheureusement, Netanyahou, parce qu'il veut former un gouvernement, est obligé, ou en tout cas est contraint d'ouvrir la porte aux nationalistes de droite et même à l'extrême droite israélienne. Comme tel, et donc il génère tous les conflits actuels, mais de côté palestinien aussi, où l'autorité est complètement dans un émiettement total, où on ne sait plus vraiment qui contrôle les territoires palestiniens, alors que le Hamas est exclu des négociations, enfin, des négociations dites officielles. Le Fatah n'a aucune autorité sur les territoires palestiniens. Donc, il y a eu dans l'histoire depuis les années 67 des négociations, des conférences. Je pense aussi à celle d'Annapolis en 2007, toujours sous l'égide américain, à l'époque de George Bush fils, où on a vraiment essayé de consacrer l'idée des solutions à deux États, mais comme vous le constatez, Fred, qui n'a jamais pris forme, parce que c'est l'Amérique elle-même de Donald Trump qui a mis un coup dur à cette solution qui est encore retardée par l'idée américaine de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, que, rappelons-le, Joe Biden n'a pas remise en question. Ça porte quand même à réfléchir. Oui, c'est étonnant, ça. Je fais un pas de côté. Vous allez peut-être trouver ça maladroit, vous me le direz, mais vous savez que le gouvernement de François Legault a abandonné la promesse de réformer le mode de scrutin pour établir, entre autres, pour instaurer une portion proportionnelle. Israël est l'exemple de la proportionnelle pure, si ma mémoire est bonne. Oui. Bon. Est-ce que ça, c'est pas un problème, justement, quand vous dites le gouvernement de Netanyahou qui a de la difficulté à constituer un gouvernement, doit composer avec des factions plus extrémistes à droite? C'est un reliquat d'un système. Là, je veux pas désavouer la proportionnelle, mais on voit comment une structure de mode de scrutin proportionnel amène concrètement des effets sur ce conflit-là. Je pense qu'on peut pas le nier.
Oui, définitivement. Israël, c'est un optionnel intégral qui est aujourd'hui même contesté, désavoué par beaucoup d'analystes Oui. De la politique israélienne. Ça, c'est clair. Écoutez, ça, oui, par souci d'égalité, de justice politique, d'inclusion, on peut bien sûr penser à un mode électoral capable oui. de répondre aux aspirations d'une société, parce oui. que les élections participent aussi de la vitalité démocratique. Hein, oui. ça, faut pas le nier. Mais oui. Et la forme que prend une élection peut beaucoup peut impacter l'organisation sociale et même la question de justice et d'égalité oui. en société. Ça, c'est clair. Donc là-dessus, il faut aussi le dire. Mais la proportionnelle, il est clair qu'elle a des conséquences. Je pense aussi qu'en Belgique, à moins que je m'abuse, on a une proportionnelle, oui. on a souvent aussi les mêmes problèmes de constitution de gouvernement. Oui. Sauf qu'en Israël, c'est un problème perpétuel. Je pense que nous sommes constamment dans les élections législatives oui. aux 2 ans, souvent même plusieurs au sein d'une même année. Oui. Donc c'est clair que ça a un impact sur la résolution du conflit, parce que Netanyahou, aujourd'hui, on le voit, depuis même le pouvoir, on le voit qu'il y a cette difficulté à la fois à aller chercher les personnes modérées, parce qu'il faut dire qu'Israël, ça n'est pas non plus, n'incarne pas seulement cette vision des nationalistes, des juifs extrémistes. Israël, c'est pas cela. En fait, c'est probablement peu ça, mais comme le système politique de la proportionnelle produit des gouvernements instables, on a l'impression que ça reflète l'état du climat social d'Israël, mais c'est pas ça du tout. Oui, en fait, l'instabilité du gouvernement, c'est autre chose, mais la façon dont les gouvernements eux-mêmes veulent traiter le rapport aux Palestiniens, ça n'est une autre. Oui, voilà. Parce que la colonisation des territoires palestiniens, ça n'est pas simplement le fait de Benjamin Netanyahou, ça n'est pas lié à la proportionnelle en Israël. Oui. Rappelons quand même que cette proportionnelle aussi permet à ce que nous ayons à la Knesset, en Israël, des députés arabes. Oui. Donc, ça aide un peu aussi à défendre, à défendre la cause palestinienne au sein même de l'État d'Israël. Donc ça, c'est un avantage proportionnel. Oui. Mais aujourd'hui, selon ce qu'on peut observer, il y a quand même ces différentes lectures qu'il faut faire, c'est-à-dire la distinction entre l'instabilité que produit cette proportionnelle intégrale et la manière dont Israël, comme une collectivité, une société, veut lire son destin en rapport avec les Palestiniens. Parce que aujourd'hui, on le voit dans la presse israélienne, qu'il s'agit de la presse de gauche et même d'une certaine droite, qu'il y a quand même les gens en souffrent. Les gens veulent quand même qu'on mette un terme. Et il faut le rappeler également que la solution à 2 États est une solution qui est à la fois majoritaire en Israël et en Palestine. Hein. Parce que même les mouvements en Palestine aujourd'hui s'accordent pour dire que ça ne sert plus à rien. En tout cas, politiquement, c'est se condamner à une guerre perpétuelle que de continuer à nier l'existence d'Israël comme État. Aujourd'hui, c'est l'erreur que font l'Iran ou le Hezbollah. Mais force est de constater qu'on ne peut plus. En fait, il est même politiquement impossible de continuer à nier l'existence d'Israël. Il faut défendre. Et là-dessus, je suis d'accord avec Anthony Blinken lorsqu'il dit qu'il faut reconnaître et défendre l'État d'Israël, mais une reconnaissance et une défense qui n'empêchent pas qu'Israël comme État reconnaisse aussi le droit des Palestiniens à exister politiquement. Parce que ce droit politique a toujours été non reconnu et refusé aux Palestiniens. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, cette non-reconnaissance politique des Palestiniens, la question des frontières, par exemple, d'avant 1960 ou après, n'est toujours pas discutée. Et le danger, une fois encore je le rappelle, c'est de laisser aujourd'hui le terrain à une invasion du religieux. Moi, je me méfie beaucoup lorsque vraiment les gouvernements ou lorsque le politique est porté par le discours religieux. Ça nous conduit à des tensions qui sont extrêmes et qui risquent d'intensifier le caractère d'un conflit déjà très chronique et historique. Parce que la conciliation des discours religieux, ça prend beaucoup de réinterprétation des textes qui souvent sont conflictuels. Donc la solution politique est en train d'être marginalisée au profit des discours nationalistes extrêmes. Et Fred, rappelons-le également qu'au mois d'avril, il y a déjà eu en Israël des extrémistes religieux juifs qui appelaient au cri de mort les Arabes. Et ça, pour certains analystes, c'était encore nouveau. Donc aujourd'hui, c'est quand même un phénomène qu'il faut prendre en considération et sur lequel il faudrait réfléchir pour voir jusqu'où justement cette réintégration du discours religieux
au sein de la dynamique politique peut être un frein à une résolution politique et pacifique de ce conflit entre Israël et la Palestine. Bon, merci Amadou Sadjo-Barry. On avait peu parlé de ce conflit-là. J'ose pas le faire parce que je trouve que c'est difficile, mais je sais que la politique internationale, c'est quelque chose qui vous passionne et je suis content qu'on puisse compter sur vous à la balado pour aborder ces sujets-là. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe. Je pense pas qu'on va se reparler d'ici la fin de la saison 3 de la balado qui se termine dans quelques semaines. Et en passant, si jamais vous trouvez que le son a changé, effectivement, on a tellement parlé longtemps que votre cellulaire était mort. Alors, c'est ça. Alors là, vous m'avez rappelé sur votre ordi. Je trouve qu'on vous entend pas assez. On va essayer la saison 4 de rapprocher vos présences, Amadou Sadjo-Barry. Sans faute, sans faute. Merci beaucoup, Fred, pour la confiance et merci. Au revoir. Vous savez, à la balado, je parle souvent de la communauté que nous avons créée depuis 3 saisons. Et la prochaine invitée, je vais la saluer tout de suite. C'est Céline Lafontaine. Bonjour. Bonjour. Je parle de la communauté parce que c'est un membre de la communauté des auditeurs qui m'a écrit un courriel il y a 3 semaines pour me dire il faut absolument que vous invitiez Céline Lafontaine. Elle vient de faire paraître un livre qui s'appelle Bio-objet et c'est une des plus grandes intellectuelles présentement au Québec et les médias québécois en parlent pas beaucoup. Et j'avoue, ça a piqué ma curiosité. Puis la semaine suivante, il y avait un texte dans Le Devoir de Stéphane Baillargeon sur votre livre. Alors, merci d'être là. Je vous présente, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Montréal. C'est votre 6e essai, est-ce que j'ai bien compté? 5e essai. Bon. Oui. Bio-objet, les nouvelles frontières du vivant. Et j'ai été soufflé par la lecture de votre livre, Madame Lafontaine, parce que c'est un domaine que on connaît un peu, évidemment, parce qu'on est entouré de bio-objets, mais la réflexion que vous apportez dans ce livre-là, moi, je l'avais évidemment jamais pressenti d'aucune façon. Et c'est vraiment, je pense, ce qui est le plus percutant dans votre livre. Peut-être nous parler du déclic. En fait, votre champ d'expertise en sociologie concerne, entre autres, les technosciences. Tout mon travail porte sur les aspects sociaux, culturels, politiques des technosciences, oui. Et là, on peut peut-être commencer par... Qu'est-ce que vous entendez par un bio-objet? Parce que c'est pas un terme qu'on entend si souvent dans les médias populaires, mais on est entouré de bio-objets. Ben, à vrai dire, c'est pas un terme non plus qui est commun. C'est un terme qui est vraiment, dans ce cas-ci, sociologique, oui, qui vise à pouvoir découper une réalité. Puis bio-objet, finalement, ça renvoie à toute la culture in vitro, donc toute la vie in vitro. Oui. Ça comprend évidemment toutes les cellules, tous les éléments du corps humain ou animal, ou même végétal, qui sont mis en culture in vitro. Oui. Donc, c'est ça les bio-objets, parce que ce sont des objets, mais ce sont des objets qui ont la particularité d'être vivants. Oui, en fait, puis on le voit, vous l'expliquez bien dans le livre, il y a aussi les dynamiques capitalistes, industrielles, qui ont colonisé aussi le vivant pour objectifier des choses qui, à l'origine, étaient du vivant. En fait, vous le dites, le rapport au vivant instauré par la transformation de la matière biologique en objet technologique, c'est le sujet central de votre livre. Oui, c'est le sujet central de mon livre. Puis, à vrai dire aussi, ce que je voulais rendre compte, c'est justement, c'est un phénomène qui est global, qui est partout, qui est le fondement de notre civilisation, oui, puisque, évidemment, que ce soit la naissance, que ce soit en agriculture, que ce soit en technologie de reproduction, que ce soit évidemment dans le milieu médical, que toutes les dimensions fondamentales de nos sociétés reposent sur la culture in vitro, mais c'est complètement invisibilisé, oui, socialement. Oui. C'est pas invisibilisé dans la mesure où on en voit partout dans les journaux. Hein, on va voir des éprouvettes, des images de virus et tout ça, mais c'est invisibilisé dans le sens d'un phénomène qu'on peut analyser et comprendre dans sa totalité. Vous dites qu'il faut y réfléchir parce que ça fragilise notre position d'être humain dans le monde vivant. Pas juste notre position d'être humain, c'est le vivant en général, ouais, qui est fragilisé en ce moment avec la question de l'anthropocène. À vrai dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est ce processus de bio-objectivation, hein, donc le fait que notre rapport à la médecine, au corps, à l'environnement, passe justement par la possibilité de pouvoir manipuler en laboratoire ces éléments du vivant, induit un rapport au vivant qui est de plus en plus objectivé. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre à quel point cette
cette dimension cachée, invisible de notre société, elle a une influence importante, notamment, évidemment, c'est un processus industriel, mais on le voit rarement comme un processus industriel. Oui. Bon, on va reculer un peu dans le temps. Vous parlez de la culture, la civilisation. On peut même parler de civilisation in vitro. C'est le titre du premier chapitre de votre livre. Est-ce qu'on peut dire que 1907, c'est un peu le début de cette ère-là de la civilisation in vitro? Oui, parce que là, c'est le début où on commence à pouvoir isoler des éléments qui vont être maintenus en vie avec Harrison. Mais c'est vraiment, disons, de façon, je dirais, claire, c'est vraiment à partir des années 50, avec les fameuses HeLa, qui sont des cellules qui ont été mis en culture de Henrietta Lacks, qui était justement une jeune femme noire américaine qui est décédée d'un cancer des ovaires et dont ces cellules ont été les premières cellules humaines qui ont été produites de façon industrielle, notamment dans le cadre de la recherche pour le vaccin contre la polio. Ouais. Et donc, c'est la première fois où des cellules humaines ont été congelées, qui ont proliféré. Et la HeLa, n'importe qui a étudié en biologie connaît ces cellules. Ce sont les cellules les plus répandues. Fait que il y a quelque chose de radical là-dedans, dans le fond. En fait, c'est comme si l'être humain n'était plus au centre de la recherche. C'était des cellules extraites de l'être humain, mais qui deviennent elles-mêmes un objet qui n'est plus relié au corps directement. Oui, à vrai dire, les premières cellules, c'était des cellules animales, notamment des cellules de grenouilles. Oui. Mais c'est vraiment, justement, c'est la séparation. Et ça, c'est vraiment, on ne mesure pas aujourd'hui à quel point c'était une transformation radicale du rapport au vivant du corps organique. Hein? Oui. Donc, de pouvoir maintenir en vie des cellules, des processus vivants, des gènes, des cellules, à l'extérieur de l'organisme, à l'extérieur du corps, évidemment, du corps humain en l'occurrence, mais de tout le vivant. Et donc, c'est justement à partir de cette culture in vitro qu'il y a une espèce de la concrétude de finalement du fait que l'humain est un vivant parmi tant d'autres et aussi possiblement objectivable. Oui. On l'apprend assez tôt dans le livre et on ne mesure peut-être pas l'impact. En tout cas, vous tentez de le faire, mais les bio-objets n'ont pas d'identité déterminée. Vous le démontrez bien. Elles fluctuent selon les usages. Vous donnez l'exemple des embryons. En fait, il y a beaucoup une partie de votre livre aussi qui concerne les embryons, la procréation assistée. Et vous dites, dans le fond, pour bien comprendre la plasticité de l'identité d'un embryon, il est considéré comme une personne potentielle dans un projet parental, quand un couple décide de faire des démarches pour la procréation assistée, mais devient également matériel biologique pour la recherche. Et ça, sur le plan éthique, entre autres, sur le plan anthropologique, sur le plan sociologique, ça a des impacts vraiment importants. Ça a eu des impacts fondamentaux. Puis, parce que, évidemment, il n'y a pas la plupart des États ont légiféré sur le statut de l'embryon. Donc, c'est un peu le symbole, l'embryon in vitro, de la civilisation in vitro, mais il faut comprendre que ça touche l'ensemble des vivants et l'ensemble des types de cellules. Et donc, chaque bio-objet, donc chaque type de cellules, chaque a justement une identité fluctuante et qui sont tous soit hiérarchisés, mais en même temps, ça demeure, je dirais même plutôt les ovocytes, parce que les ovocytes sont une ressource rare puisque les femmes naissent avec un nombre limité d'ovocytes. Oui. Et donc, l'extraction, puis c'est aussi parce que ce que j'ai voulu faire comprendre aussi, c'est qu'il y a une logique qui est une logique industrielle d'extraction, d'utilisation. Et là, on a de plus en plus d'applications possibles à cette logique qui est finalement aussi la logique biomédicale, donc le dépassement du normal et du pathologique, qui fait en sorte que finalement, avec la médecine régénératrice, avec la médecine de procréation, on n'utilise plus seulement dans des perspectives médicales, mais dans une perspective d'amélioration ou de contrôle, évidemment, des processus biologiques. Oui. Vous parlez d'ailleurs, il y a un passage qui est frappant dans votre livre où vous faites des parallèles entre l'industrie minière extractiviste et la collecte de bio-objets
on va dire les êtres humains, mais dans le fond, et votre livre le montre bien aussi, c'est beaucoup les femmes aussi qui sont victimes, mais en même temps agentes aussi, parce que elles ont envie d'avoir un impact sur leur fertilité. On leur vend cette promesse-là, mais la logique extractiviste a colonisé la recherche et le corps humain. Sur le cas des ovocytes, c'est assez clair, même plus clair que je le pensais avant le début de mes recherches. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la médecine de procréation, elle provient de l'agriculture industrielle. Oui. C'est-à-dire que c'est d'abord ce qu'on a fait, l'élevage bovin industriel sur les vaches, qui a ensuite été transposé. D'ailleurs, en France, Jacques Testard, un des premiers qui avait fait Amandine, le premier bébé in vitro français, c'était un agronome. Oui. Donc, c'est assez clair, le lien entre la médecine de reproduction et la médecine de l'agriculture industrielle est clair, est avéré. Et donc, ensuite, cette logique extractivisme, on peut voir le développement, parce qu'à l'origine, c'était pour des couples dits infertiles. Ensuite, il y a eu les banques d'ovocytes. Oui. Ensuite, de ces surplus, on a développé la recherche sur les embryons. Oui. Et à partir de cette recherche-là, puisqu'il y avait une pénurie, des complexités, on a créé des cellules souches embryonnaires, mais qui sont pluripotentes induites. Donc, on a créé des formes de cellules qui reproduisaient ces cellules-là. Et si on suit, depuis les 40 dernières années, il y a toujours une nouvelle application, une demande de la ressource étant les ovocytes. Et cette demande de ressources est toujours justifiée parce qu'elle est... le problème avec les bio-objets, c'est qu'ils sont toujours pris dans des cadres éthiques libérales. Puis comme vous l'avez mentionné, ils sont porteurs, surtout en procréation ou en médecine régénérative, de promesses, soit la promesse de donner la vie ou de sauver les vies. Oui. Et donc aussi, dans une logique où on a de plus en plus de la difficulté à penser la finitude, à penser l'être humain comme un être vivant. Et donc, ça fait en sorte que cette logique industrielle, elle est complètement... rendu invisible par les enjeux d'éthique. Parce que du point de vue de l'éthique, c'est très difficile de légiférer dans une perspective libérale, parce que dans une perspective libérale, c'est l'individu et sa souffrance qui prime, et non pas le rapport au vivant, et non pas le rapport à l'environnement, ou une vision plus globale de ce qu'est l'être humain dans le monde. Et d'ailleurs, vous décrivez aussi, en fait, vous parlez même d'économie de l'éthique, c'est-à-dire que les comités d'éthique qui ont été mis sur pied dans la plupart des pays pour réfléchir à ces questions-là l'ont rarement été pour interdire ou délimiter ces pratiques-là, mais plutôt pour aplanir les obstacles juridiques, comme si l'industrie de la recherche avait toutes les caractéristiques d'une industrie néolibérale qui ne s'arrête pas jamais devant un obstacle et le contourne. Et les comités d'éthique, dans le fond, c'est un peu des paravents. Bien, c'est exactement, c'est des comités qui ont pour but d'édifier des normes pour protéger une certaine conception libérale de la subjectivité, mais c'est les mêmes, par exemple, que dans l'industrie pharmaceutique ou même dans l'industrie chimique. On a toutes sortes de normes. On sait bien qu'on continue à polluer par ailleurs, mais j'ai siégé sur beaucoup de comités d'éthique médicale et sur la commission de la science et de l'éthique des technologies du Québec. Là. Et donc, c'est la perspective, parce que la perspective, ça va être toujours du point de vue du patient souffrant. Et du point de vue du patient souffrant, dans notre culture, ça permet toutes les expérimentations. Et donc, c'est la perspective. C'est jamais vu de façon globale. C'est pour ça que mon livre vise justement à montrer que ce ne sont pas des objets isolés, que derrière, il y a une logique et que quand on regarde de façon historique le développement, c'est exactement la même logique que n'importe quelle autre industrie avec comme ressource principale des éléments du corps humain, mais qui ont des potentialités différentes parce que le corps humain, toute la modification génétique qu'on peut faire, par exemple, avec des cellules in vitro, on ne peut pas le faire, évidemment, directement sur un organisme, mais ces cellules-là repartent et reviennent dans le corps. Donc, il y a une transformation à l'œuvre. Et donc, tous les comités d'éthique sur lesquels j'ai siégé, c'est pas volontaire. Il n'y a pas ici un complot, mais il y a une logique à l'œuvre qui empêche de prendre les dimensions plus sociétales. Puis je dirais aujourd'hui, dans la question de l'anthropocène, de prendre en compte justement le statut du vivant de façon générale en incluant l'être humain. Et c'est toujours peine perdue parce qu'on met en place aussi des ressources énormes
pour justifier, par exemple, l'embryon à 3 génomes. Oui. Et donc, quand on regarde l'immense... on a vraiment pris des comités d'éthique extrêmement poussés. L'embryon à 3 génomes... Hein, oui, parlons-en parce que c'est à la fin du livre, en fait. J'y serais arrivé, mais là, vous me devancez. Okay. C'est en 2015. C'est en Grande-Bretagne. D'ailleurs, vous parlez souvent de la Grande-Bretagne dans votre livre comme étant... c'est drôle parce que c'est le berceau de la révolution industrielle, mais c'est aussi ceux qui sont les plus... je dirais même ultra-libéraux par rapport à la recherche et par rapport à l'utilisation des bio-objets. Oui, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, c'est le berceau de la révolution industrielle, c'est le berceau de la fécondation in vitro, oui. C'est le berceau du développement des biotechnologies. Oui, parce que c'est ça, c'est quand même c'est le modèle anglo-saxon libéral. Oui. Hein, donc, eux, c'est assez clair quand même. Et donc, il y a vraiment cette logique industrielle qui est au cœur même et ce rapport aussi à la propriété privée et à la mise en ressources. Évidemment, le capitalisme a commencé aussi par l'appropriation de toutes les terres qui étaient à l'origine des terres communales. Oui. Donc, c'est vraiment dans l'histoire. Je dirais c'est dans l'ADN, pour employer un jeu de mots, de la Grande-Bretagne. Et évidemment, c'est le modèle qui a été... plus naturellement importé aux États-Unis, hein, donc c'est le fondement des États-Unis, et qui finalement, c'est devenu la bioéthique généralisée, c'est-à-dire c'est le modèle généralisé de l'industrie biomédicale. Oui, et là donc, en 2015, les mitochondries entrent dans le champ des bio-objets avec la création d'un embryon humain créé à partir de 3 personnes. Et là, et vous en parlez tôt dans votre livre, comment les bio-objets aussi vont remodeler notre rapport à notre corporalité en tant qu'être humain, à notre identité, mais aussi à les rapports de filiation. Et ça, c'est un bon exemple. Il faut réfléchir à ça. Quand on commence à créer des êtres humains à partir de 3 personnes, forcément, il y a une révolution sur le plan de la filiation. Même sur cette question-là, même en procréation assistée, qui est devenue une immense industrie, il y a 7 millions d'enfants nés dans le monde. Oui. Mais pour ces 7 millions d'enfants nés dans le monde, il y en a, ce qui est important, c'est qu'il y a une masse incalculable d'enfants qui ne sont pas nés, donc de promesses et d'exploitation sur des corps humains, notamment parce que, évidemment, et dans le livre, j'accorde une importance justement à tous ces enfants nés de banques de sperme qui, d'une façon ou d'une autre, réclament leurs droits aux origines. On est en train de revoir les codes parce qu'on a ces enfants qui sont nés, qui finalement, ça s'apparente quand même à l'adoption. Oui. Donc, à des questions identitaires, puis à quel point ça remodèle justement le rapport à l'identité, à soi, puis aussi à quel point ça repose sur une forme de mensonge parce qu'on s'aperçoit que alors qu'on a voulu débiologiser ou contrôler la biologie, les discours sont vachement biologisants et génétisants parce que, par exemple, dans le cas des mères porteuses, on va insister, par exemple, sur la génétique d'un des pères, c'est-à-dire de celui qui va fournir le sperme. Oui. Donc, c'est le sperme qui va établir la filiation, mais la mère porteuse ou la donneuse, elle, ne sera pas comptée dans la filiation. Donc, on fait tout un bricolage avec certains gènes qui comptent plus que d'autres. Oui. Il y a tout un enjeu qu'on ne voit jamais, qui est invisibilisé, et aussi toute une logique de ressemblance. Donc, il y a toute une hiérarchie, puis de la sélection génétique assez importante. Dans le cas des mitochondries, c'est plus complexe parce que, juste faut vraiment comprendre, c'est que il y a des maladies génétiques graves liées aux mitochondries. Les mitochondries, ce sont des organismes qui sont dans chaque cellule humaine et qui ont leur propre ADN. Puis ce qui est fascinant, c'est que dans l'histoire du vivant, ces mitochondries, c'est vraiment l'origine même des organismes multiples. Hein. Donc, c'est vraiment... Il y a toute une histoire des mitochondries qui est très riche et qui devrait nous faire réfléchir sur notre rapport au vivant. Et donc, qui est relationnel parce qu'à l'origine, ce serait 2 bactéries qui se seraient rencontrées, qui ont créé justement toute la diversité du vivant. Hein, c'est Darwin. Et donc, les mitochondries, ce qu'on a décidé de faire, c'est que les femmes porteuses de maladies mitochondriales, mais qui veulent un enfant, je le souligne, génétiquement lié, donc par l'ADN. Et donc, là, au nom du droit à l'enfant et à la génétique, ce qui est quand même une grande question qui semble être jamais vraiment posée, donc ça serait un droit d'avoir un enfant génétique, on a permis justement de prendre l'ovule, donc le noyau
le noyau d'un ovocyte et de le transposer dans un autre ovocyte de femme qui a conservé ses mitochondries. Donc là, on a l'ADN mitochondrial, évidemment l'ADN du spermatozoïde et de l'ADN de la mère, de la porteuse de son ADN génétique. Et donc, ça fait 3 ADN. Évidemment, c'est du bricolage. Puis ce qui est fascinant, c'est que ça rend encore l'économie de l'ovocyte, parce que là, maintenant, l'ovocyte, c'est pas juste dans une logique de reproduction ou de régénération, mais maintenant, ça va devenir une espèce de support à une volonté de pouvoir se reproduire génétiquement avec une maladie, en étant porteuse d'une maladie mitochondriale. Puis, ce qui devait arriva plus vite que prévu, parce que, vous savez, les mitochondries aussi, c'est toute la forme, c'est toute l'énergie de la cellule. Puis, évidemment, les cellules, c'est comme les humains, c'est comme le vivant, ça vieillit. Et donc, là, on voit apparaître la volonté d'utiliser justement cette méthode à 3 génomes pour des femmes ménopausées, par exemple. Ou des femmes. Donc, évidemment, encore là, la logique de marché prend le dessus. À l'origine, du point de vue de la souffrance de ces femmes, mais en même temps, ça sera un peu complexe de vous expliquer, mais en même temps, on les instrumentalise beaucoup. Il s'agit des populations extrêmement... c'est des pourcentages très minimes de personnes qui sont porteuses. Et là, on va en faire tout à coup des victimes totales de la génétique. Et donc, on va, au lieu, par exemple, d'abord, il y a l'adoption, il y a d'autres façons de penser, ne serait-ce que par le don d'ovocytes, tout simplement. Donc, le don d'ovocytes, tout simplement. Mais là, on prend des populations pour justifier puis aussi permettre des transformations sur le vivant qui sont vraiment plus de l'ordre de 2 ou 3 individus, mais qui sont de l'ordre du rapport à l'humain. Donc, c'est comme ça que fonctionne et je peux vous dire qu'il y en a eu des comités de bioéthique qui se sont penchés pour permettre ça, qui se sont penchés sur cette question. Dans ce même chapitre, vous parlez aussi on peut parler d'expérimentation en 2018 en Chine, 2 jumelles nées dont le génome a été modifié. Le chercheur chinois a été sanctionné, mais pas tant pour la pratique elle-même que d'avoir été trop vite, parce que par la suite, a été invité, entre autres, dans des congrès pour expliquer ses travaux. Et ça montre bien comment, dans le fond, les seuls obstacles, c'est d'aller un petit peu trop vite, parce que sinon... Dans le fond, on veut permettre ça, on veut accélérer ça, parce qu'on a l'impression, puis vous le montrez dans votre livre aussi, c'est que les bio-objets et la bio-objectivisation, elle se suffit à elle-même et crée de nouvelles potentialités, puis la science entre là-dedans, l'industrie entre là-dedans, on n'a comme aucun moyen de ralentir le processus pour y réfléchir. Il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, pour le chercheur chinois en question, il a quand même été condamné après, donc il est en prison. Mais ce qui est fascinant, justement, c'est que je me suis penchée, c'est avec CRISPR-Cas9. Ça, c'est très important parce que CRISPR-Cas9, vous le voyez dans les médias, les gens le voient, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Là, c'est un outil, c'est un ciseau, en guillemets, une logique très... Mais c'est un appareillage bactérien là, qui permet de pouvoir rééditer, couper l'ADN et de pouvoir faire, par exemple, ce qu'on appelle l'édition génomique. Finalement, c'est de la modification génétique de façon plus rapide. Mais avec, évidemment, plein d'effets secondaires, c'est-à-dire plein de contre-cibles, plein d'effets qui ne sont pas encore vraiment... on est loin du contrôle. On a un discours sur le contrôle, mais c'est du gros bricolage, pour le résumer. Et donc, ce qui a été reproché à ce chercheur-là, c'est que lui avait modifié génétiquement le génome de ces 2 jumelles qui sont nées pour qu'elles ne soient pas porteuses du VIH parce que le père était porteur du VIH. Donc, on a considéré, évidemment, ça a fait les manchettes internationales, Science, Nature, il y a eu des congrès. Et ce qui était fascinant, c'est que c'est toute la question de l'acceptabilité sociale. C'est ça. C'est que ce chercheur, dans sa logique, n'a pas respecté justement les cadres éthiques de l'acceptabilité sociale, tous les protocoles de recherche qu'on doit faire pour mettre un produit chimique ou un produit biologique sur le marché. Toutes ces logiques éthiques, donc, il l'a court-circuité. Donc, la peur, c'est la panique morale face, par exemple, à CRISPR-Cas9. Et donc, quand on observe et qu'on lit attentivement les textes de loi et puis les débats scientifiques sur la question, la première critique qu'on lui a faite, c'est que le VIH n'était pas une raison suffisante
Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait des raisons suffisantes, donc des maladies génétiques, comme par exemple ce que je vous ai décrit, les maladies mitochondriales ou d'autres maladies. Et donc, s'il n'y a pas une réponse technoscientifique à un problème, là, ça serait justifiable de pouvoir modifier génétiquement des embryons et de pouvoir éventuellement permettre à des enfants de naître sans tel ou tel handicap. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que pour l'instant, on dit un moratoire. Pour l'instant, on dit que c'est pas une raison suffisante et qu'il faut mettre les balises éthiques, mais on s'en va directement vers l'acceptabilité sociale. Et donc, pour moi, c'est ça que moi, je considère qui est une... Alors que la convention, on avait une convention internationale qui interdisait la modification des cellules germinales. Les cellules germinales, c'est évidemment les embryons, ce qui peut permettre la naissance d'êtres humains. Là, on est en train de finalement, cette convention internationale, on est en train de la diluer en posant un moratoire et en disant que c'est pas une raison suffisante, mais ça ouvre les portes à une possible... parce que si on le fait, on va le faire dans des cadres éthiques à partir justement de cas marginaux qui vont évidemment attirer l'empathie du public, puis aussi porteur de ses promesses. Parce que la logique derrière M. Savard, c'est vraiment une économie de la promesse. Parlez-nous de ça, parce que dans votre livre, ça prend une grande place, puis je trouve ça intéressant parce que oui, en fait, c'est qu'il y a une grande fuite en avant, dans le fond, collective, qu'on vend aux gens. Et qui se manifeste sous le terme économie de la promesse. L'économie de la promesse, ça touche tout le développement des technologies. Donc, il y a eu la bulle nanotechnologie, donc on nous promettait une nouvelle révolution industrielle, d'enlever la faim dans le monde. Ensuite, il y a eu l'intelligence... Là, on est dans l'intelligence artificielle. Ensuite, ça sera l'informatique quantique. Et en biotechnologie, les promesses sont encore plus fortes puisque ça touche justement le désir d'enfant, la peur du vieillissement, la peur de la maladie. Il n'y a personne qui veut que son enfant soit malade. Il n'y a personne qui veut voir le vieillissement. Donc, la promesse, elle est double. Et c'est lié, depuis les années 80, aux politiques néolibérales qui ont fait en sorte qu'on a pu, à partir des années 80, ce qui était interdit avant, breveter des recherches faites à partir de fonds publics. Et donc, ce brevetage... et la politique du brevetage amène justement une spéculation et pour capter des fonds, que ce soit des fonds privés ou publics, maintenant, les chercheurs, dans une logique technoscientifique, doivent faire des promesses. Et donc, les promesses sont de plus en plus nourrissent un imaginaire. On a l'impression qu'ils vont régler tous les problèmes dans le monde, surtout en médecine. À chaque jour, on fait une recherche minime dans le fond d'un laboratoire, puis là, on nous annonce un médicament contre le cancer. Un nouveau traitement révolutionnaire. Et donc, cette économie de la promesse a nourri malheureusement une économie de l'espoir, donc un tourisme médical, le fait que les gens sont de plus en plus enclins à avoir des traitements expérimentaux, à expérimenter. Et manifester pour que ce soit inclus, entre autres au Québec, on le voit souvent, pour que ce soit inclus dans le régime d'assurance publique, mais il y a une espèce de militantisme citoyen, et c'est cette économie de la promesse qui titille en fait les citoyens à vouloir que des traitements soient financés et qu'on brûle des étapes dans le fond. Et vous le dites dans votre livre, on est passé de la recherche avec des modèles standardisés, avec un protocole de recherche à beaucoup d'expérimentation. C'est-à-dire que les formes d'expérimentation ont changé et sont toujours faites par des comités d'éthique. On appelle ça la médecine translationnelle. En cancérologie, par exemple, ce sont les normes où les gens... puis il faut comprendre aussi, il faut comprendre, on est là dans la souffrance humaine, on est là dans aussi la volonté des médecins de soigner quand même. Mais de plus en plus, on est justement en cancérologie, il y a beaucoup d'essais cliniques. Beaucoup de patients qui vont être inclus dans des essais cliniques. Puis ça suppose des formes de traitement différentes. Ça suppose aussi, finalement, il y a presque une plus-value à y participer. Donc, c'est des enjeux très complexes, mais malheureusement, on ne les voit jamais de façon globale. Puis la question des bioobjets, c'est justement, par exemple, dans les nouveaux traitements, on va beaucoup prendre des cellules de patients, des cellules cancéreuses, constituer des grandes banques de données. Parce que les bioobjets, c'est surtout aussi les grandes biobanques avec toutes sortes de banques d'ADN qui sont populationnelles. Ici, on a la banque, j'ai oublié, c'est Génome Canada, Génome Québec,
On a des grandes biobanques et partout dans le monde. Et ces biobanques-là, ce sont justement l'ADN des populations, des tissus qui sont utilisés et qui sont aussi, bon, si c'était dans une logique de faire de la recherche et que cette recherche-là n'avait pas d'enjeux économiques et d'intérêts privés, mais c'est pas le cas. Non, c'est ça. Tout ça, c'est pas le cas. Non, mais il faut y réfléchir. Et dans votre livre, vous le faites bien, c'est que souvent, les bio-objets vont survivre à la source des êtres humains qui ont donné ces bio-objets-là. Il faut quand même y réfléchir. D'ailleurs, il y a une partie de votre livre, moi, qui m'a fasciné. C'est tout ce qui concerne la cryobiologie, la cryopolitique. Comment, en fait, la maîtrise de la chaîne du froid. J'avais jamais réalisé que c'était fondamental à l'industrialisation et que ça a colonisé aussi la bio-objectivation et qu'il y a même un enjeu environnemental aussi parce que toutes ces banques-là reposent sur la chaîne du froid et se multiplient. Il faut quand même y réfléchir. C'est des bio-objets qui vont être congelés pendant des années et des années, bien après la mort des personnes qui ont offert leur tissu. Oui, bien, à vrai dire, quand je vous dis que c'est invisible, c'est que c'est déjà là. On sait déjà, le monde que je décris, c'est un monde qui existe déjà depuis 30-40 ans, mais qui est complètement, justement, invisibilisé, notamment la question du froid, parce qu'évidemment, il n'y a pas l'élevage industriel sans les frigos, hein? Donc pour conserver la viande et tout ça, la transposer, bon. Puis c'est exactement la même chose. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, bon, j'ai fait un terrain dans une start-up de bioimpression en France, mais dans les laboratoires, la première chose qu'il y a dans un laboratoire, c'est un frigo, parce que, un frigo ou des congélateurs avec, évidemment, des températures différentes selon les types cellulaires, et donc, parce que justement, ça, c'est le cœur, parce que c'est du matériel vivant, donc évidemment soumis aux aléas de la température. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Puis le fait aussi de la congélation, pour moi, l'exemple le plus marquant, c'est encore dans les ovocytes, puisqu'en ce moment, on est en train de mettre en place un marché. D'ailleurs, au Québec, il y avait Marie-Pierre, j'oublie son nom, mais elle fait toujours pourtant, je ne devrais pas oublier son nom, Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin, merci. Elle-même, elle avait fait toute la démarche pour faire l'autoconservation des ovocytes. C'est vrai. Et donc, l'autoconservation des ovocytes, c'est quand même regarder la logique industrielle puis la logique de cryopréservation. C'est-à-dire, là, on parle de jeunes femmes qui vont subir des traitements hormonaux très difficiles. Elles ne sont pas infertiles, elles sont en santé en prévision de peut-être un jour perdre sa fertilité. Et donc, de les congeler. Et donc, ces ovocytes qui vont être congelés, ils sont massifs. Là, il y en a de plus en plus. Je vous dis que c'est 140% d'augmentation. Au Canada, c'était 120. C'est vraiment énorme là, d'augmentation. Et donc, ces ovocytes-là, bien évidemment, une fois qu'ils vont être congelés, ne serviront une infime part peut-être à de la reproduction. Sinon, vont venir gonfler les banques d'ovocytes pour la médecine reproductive ou pour la médecine régénérative. Et donc, les femmes deviennent elles-mêmes la source de leur propre extractivisme. Tout à fait. Non, et là, mais on est vraiment dans une cryopolitique. Puis, dans le fond, c'est le contrôle du temps parce que la congélation, c'est ça aussi, c'est cet imaginaire d'un corps qu'on peut congeler, décongeler et donc jouer sur la temporalité. La promesse et la force, elle est très, très... très importante. Et je veux ouvrir je veux revenir parce que il y a une dimension historique. Souvent, vous le dites dans votre livre, j'ai pas le temps en ces pages de revenir à l'origine, mais pour la cryobiologie, pour la conservation, faut parler de Basile Juvet, qui est le chercheur qui a mis ça sur pied, parce que c'est intéressant parce que vous faites des parallèles. Vous dites, c'est un fervent catholique qui avait une fascination pour la vie latente. Et vous en parlez souvent aussi de l'utilisation de certains concepts, certains mots, entre autres la bioimpression. On va y revenir parce qu'il y a un chapitre là-dessus qui est vraiment passionnant, mais on compare avec l'invention de l'imprimerie. On veut vraiment inscrire tout ça dans une grande logique d'innovation. Il y a des références bibliques qui sont utilisées et dans le cas de la cryogénisation, Basile Jouvet était un fervent catholique et c'est pas anodin, selon vous, dans sa fascination pour la vie latente. Non, parce que, à vrai dire, je vous dirais que toute la génétique repose l'idée même du code et du livre de la vie. Parce que quand il y a eu le code génétique, on parlait du livre de la vie. La métaphore biblique, elle est présente parce que la métaphore biblique, qu'on soit, lui, dans ce cas-ci, c'est un prêtre, donc il y a quand même cette dimension symbolique très forte. Évidemment. Mais la métaphore biblique, elle est partout dans cette idée du contrôle, de maîtrise, parce que c'est écrit en toutes lettres dans la Genèse qu'il faut faire fructifier la terre et maîtriser la nature.
Et donc, c'est vraiment cette métaphore du grand livre de la vie qui est au cœur de la science moderne aussi, avec Newton qui disait la nature est écrite en langage mathématique, puis maintenant, c'est le vivant est écrit en langage génétique. Donc, si on comprend le code génétique, ce langage de la vie, on va pouvoir le maîtriser. Dans le cas de la cryo, justement, de la vie latente, c'est cette fascination, justement, sur, d'abord, de pouvoir extraire, donc extraire les cellules, extraire des parties du vivant qui vont poursuivre, qui vont demeurer vivantes à l'extérieur du corps. Ça, c'est déjà un miracle du point de vue de l'époque, de la magie. Et donc Basile... va passer sa vie justement à parfaire, à essayer de trouver les méthodes de congélation pour pouvoir, qui vont être à l'origine justement, notamment des banques de sperme, puis de toutes les banques de cellules. Et cette méthode-là, elle est fondamentale parce qu'on ne pense jamais, mais sans les méthodes de congélation, il n'y a pas l'industrie biomédicale qu'on a. Il n'y a pas les hôpitaux. Non. Dans les hôpitaux aussi, hein, vous savez, avec les vaccins... on l'a bien vu avec les vaccins COVID. Le froid est un enjeu de maîtriser le froid pour conserver les vaccins, entre autres. C'est un enjeu fondamental. Puis vous avez vu, il y avait des vaccins qui avaient besoin de très basse température. Là, on a changé. Puis c'est très basse température. Là, ça, c'est très, très, très énergivore. Donc, il y a toute cette dimension qui est du vivant, qui est congelé, puis qui donne l'impression aussi qu'on peut arrêter et maîtriser la vie. Donc, on joue à Dieu, en fait. On peut dire ça. C'est sûr qu'il y a cette position qui est finalement la bizarrerie dans tout ça. C'est ce qui a permis ça, c'est l'exceptionnalisme humain. C'est-à-dire que l'être humain a réussi à se penser comme à l'extérieur du monde et à se concevoir son corps comme un objet. Hein, donc, déjà, puis l'ensemble du vivant comme des objets. Mais là, je pense qu'il faut sortir de ce vieux paradigme parce que toute cette économie de la promesse qui semble constamment en révolution, ce qui est le cas d'ailleurs, parce que c'est une logique de développement industriel sans fin, finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est des discours qui datent de 100 ans, au moins de 50 ou 60 ans. Ça, c'est vraiment... En fait, ce qui est fascinant, puis c'est la réflexion que je me faisais, Céline Lafontaine, quand je lisais votre livre, c'est que il faut comprendre qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas un comité là, de milliardaires qui essaie d'influer. C'est que dans le fond, la fascination de Basile Juvet pour la cryogénation, ça offrait de nouvelles possibilités. Ces nouvelles possibilités-là ont ouvert des industries. Vous parlez à un moment donné, on s'en rend même pas compte, la découverte de l'échographie. Comment, sur le plan symbolique, ça a séparé l'embryon de la matrice et on le voit et ça a eu un impact après ça sûrement sur la conservation des embryons et c'était pas un plan déterminé, c'est qu'une technologie en amène une autre et finalement c'est une espèce de grand cercle vicieux où et l'être humain est pris là-dedans. En tout cas, moi c'est la réflexion que je me suis faite en lisant votre livre. C'est ça, par exemple, sur l'échographie, c'est drôle parce que dans mon cours de sociologie du corps, hier, j'en parlais. Puis l'échographie, maintenant, vous savez, il y a beaucoup de femmes, de couples qui décident d'annoncer la grossesse après la première échographie. Tout à fait. C'est pour vous dire, donc, c'est plus le senti du corps de la femme, c'est plus l'arrêt des menstruations, c'est plus les signes physiologiques, c'est vraiment naturel qui disent la grossesse, mais c'est la technique qui vient la dire. Et donc, ça, c'est assez fascinant parce que c'est pas anodin parce que l'échographie n'a qu'une fonction, c'est la normalisation, c'est-à-dire de s'assurer que le fœtus correspond à des normes biomédicales. Et donc, c'est assez fascinant. Puis, j'ai même vu des annonces d'automobiles avec des échographies. Donc, ça aussi, c'est ce que j'appelle l'invisibilisation parce que il y a des gens qui vont mettre maintenant, ça fait pour plusieurs familles partie de la première photo familiale. Je pose pas jugement. Tout ce que je dis, c'est que c'est une logique hyper technicienne qui est complètement symbolisée parce que l'humain, lui, il crée du symbole partout, mais en même temps, ça induit un rapport au corps et à l'humain qui est profond, qui est le cœur de notre civilisation. C'est pour ça aussi que ça prend beaucoup de nuances, parce qu'évidemment, on ne va pas sortir de cette logique-là, mais il faut quand même commencer à prendre conscience à quel point il y a un processus d'objectivation à l'œuvre. Puis évidemment, pour moi, je pense que le principal, c'est quand on prend les fondements même du vivant, donc tout ce qui est les produits, les bio-objets qui sont partout, mais qu'on ne questionne jamais. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez des parents, en fait, l'attachement, c'est-à-dire que l'industrie gomme certains points. On n'en a pas parlé beaucoup, mais le nombre de tentatives qu'on a besoin de faire pour féconder in vitro, c'est
évidemment, on ne le voit pas, mais les taux sont très faibles. Il y a vraiment je ne sais pas si c'est le bon mot, il y a un gaspillage énorme, dans le fond, parce que ça prend énormément d'essais, puis ça, l'industrie ne le montre pas. Il y a même maintenant, vous l'indiquez, il y a une ritualisation de la destruction des embryons congelés. Quand un couple, et c'est la femme qui prend la décision la plupart, en fait, qui incombe la décision, mais finalement décide de ne pas aller de l'avant, il y a un attachement, il y a un affect qui se développe, et ça, c'est complètement gommé par l'industrie. Bien, d'abord, je vous dirais, plus qu'un gaspillage, hein, c'est beaucoup, il y a beaucoup de souffrance, de souffrance humaine engendrée. Ouais. D'abord, un immense marché. Hein? Ouais. Donc, les ovocytes, ils viennent pas de nulle part, puis les mères porteuses, ils viennent pas de nulle part, puis c'est pas des profs d'université, ça, je peux vous le dire. Donc, déjà en partant, il y a des enjeux, évidemment, d'exploitation, pour moi, qui sont clairs et précises, mais plus fondamentalement, bien sûr, parce que déjà, évidemment, puis c'est aussi, il y a beaucoup d'études qui montrent, ça induit aussi une espèce d'impératif d'avoir les enfants, puis étant donné que, puis d'ailleurs, l'autoconservation des ovocytes, c'est toute la question de l'horloge biologique. Oui. Donc, pour moi, le vrai féministe, ça serait de critiquer ça, c'est-à-dire qu'on a mis en place un système où, finalement, le corps humain, puis la temporalité du corps humain ne fonctionne plus. Les femmes veulent avoir des enfants une fois qu'il est trop tard. C'est pas un jugement sur les femmes, mais c'est toute cette logique, justement, industrielle, individualiste, qui est complètement déconnectée des réalités de la vie. Avant d'aller plus loin, Céline Lafontaine, rappelons l'autoconservation, parce que ça a fait les médias, les gens vont s'en rappeler, c'est les compagnies Facebook et Apple qui offraient à leurs employés, femmes, jeunes, de conserver leurs ovocytes pour, dans le fond, être le plus productive possible parce qu'elles sont jeunes et d'attendre et d'en remettre à plus tard, dans le fond, leur projet d'avoir un enfant. Oui, c'est ça, mais je veux vous dire qu'à Montréal, c'est la clinique OVO qui fait le plus de promotion. J'ai beaucoup d'étudiantes qui ont des annonces en ce sens-là. Puis c'est plus que ça, c'est dans une idée justement d'égalité des femmes. Oui. Je vais vous dire que c'est pas une égalité parce que vous parliez tout à l'heure, parce que ces traitements-là ont des impacts sur la santé importantes qui sont toujours minimisés parce que c'est de la prise d'hormones. D'abord, il y a le syndrome de la surstimulation ovarienne. Oui. Donc, il y a des femmes qui sont mortes et qui continuent de mourir donc pour ces questions-là. Donc, ça a vraiment des impacts sur la santé. Puis, dans le fond, ce qu'on se rend compte, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes en ce moment qui le font, classe moyenne, classe aisée. Oui. Puis, ce qui est triste, c'est que la logique, c'est justement une logique très libérale des femmes qui pourraient continuer à travailler. Éventuellement, ces ovocytes qui seront congelés pourront être portés par des mères porteuses. Oui. Hein, les femmes. Donc, il y a toute une logique là, d'un faux égalitarisme qui nie justement la corporalité puis la condition humaine, tout simplement. Oui. Et ce qui est plus troublant, c'est quand on fait les études d'anthropologie, il y a beaucoup, beaucoup de travaux de sociologues et d'anthropologues, et les femmes qui le font, qui font ce choix-là, les jeunes femmes qui font ce choix-là, c'est tout le contraire. C'est parce que, justement, elles se sentent incapables de répondre aux besoins du marché du travail, aux besoins affectifs, parce qu'il reste encore l'idéal d'un couple qui fonctionne bien, donc, tout cet idéal romantique, cet impératif sur la maternité aussi, qui est de plus en plus fort, le marché du travail, le lien affectif, fait qu'on se rend compte que ces femmes-là sont pas du tout dans une volonté de transcender, c'est que finalement, ça devient une méthode de survie et d'adaptation pour certaines femmes, de conserver l'idéal d'un projet qu'elles ne se sentent pas capables de faire en ce moment. Donc, c'est beaucoup plus profond et troublant, à mon sens, à quel point cette logique technoscientifique, finalement, quand on la regarde, elle nous montre justement le caractère complètement industriel de nos vies. Oui. On a glissé un petit mot tout à l'heure, mais là, je veux qu'on y revienne parce que c'est un chapitre qui est important et qui est fascinant. La bioimpression. Vous avez fait... En fait, ça part d'une expérience terrain que vous avez réalisée en 2017 dans une firme française? Oui, la start-up Poetis, je peux le dire parce que j'ai l'autorisation éthique. C'est une des plus grandes start-up de bioimpression dans le monde même. Bon, parlons parce que c'est quand même très technique. Pour bien comprendre, qu'est-ce que ça veut dire exactement la bioimpression? À vrai dire, c'est le développement d'outils. Il faut savoir c'est quoi l'impression 3D. Hein? L'impression 3D, c'est vraiment la matière, justement, à un niveau nanotechnologique ou en poudre, qui vont être qu'on va
par couche d'impression, mais c'est des couches d'impression industrielle, donc c'est la matière. On va créer toutes sortes d'objets, toutes sortes de formes et tout ça. Bon, c'est utilisé en industrie, c'est utilisé un peu partout, l'impression 3D. Et donc, ce sont ces méthodes-là qui ont été transposées dans le domaine biomédical, dans le cadre de ce qu'on appelle la médecine régénératrice, plus particulièrement l'ingénierie tissulaire, donc le fait de créer, par exemple, de la peau pour des grands brûlés, de vouloir recréer des organes. Et donc, la bioimpression, c'est de l'ingénierie tissulaire, mais on utilise ces techniques d'impression et au lieu que ce soit, par exemple, du plastique, de la matière plastique ou des métaux, ce sont des cellules vivantes qu'on va imprimer. Mais il faut comprendre que la bioimpression, justement, c'est la possibilité à partir de canevas déjà faits, donc de tout un plan biologique, de déposer de façon très, 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 très précise les cellules dans les boîtes de pétri avec... Finalement, c'est toujours du 4D parce qu'évidemment, ces cellules vont éventuellement se développer et donc former des tissus. Elles ont besoin de temps, donc c'est de l'impression 4D et non pas 3D. C'est ça, elles ont besoin de temps, c'est l'impression 4D, parce que c'est la temporalité, évidemment, des processus vivants. Puis ce qui est fascinant, c'est que finalement, ça ne marche pas vraiment beaucoup. Non, en fait, les cellules sont facétieuses, elles ne se comportent pas comme elles devraient. Non, à vrai dire, c'est vrai pour la bioimpression, mais c'est vrai pour toutes les annonces qu'on entend chaque jour. C'est que les cellules, même les cellules souches, elles sont vivantes, un peu comme des individus. N'importe quel médecin va vous dire, je prends le même traitement de chimiothérapie, il ne fonctionne pas de la même façon d'un individu à l'autre. Les cellules, elles ont un patrimoine génétique, elles ont d'abord l'âge de où on les a extraits, et elles fonctionnent. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que entre ce discours où on a l'impression que les cellules, c'est une matière comme une autre, qu'on peut imprimer, finalement, concrètement, c'est pas du tout ça. On est dans le bricolage. Et donc, c'est l'espèce de décalage entre le modèle ou la volonté, par exemple, d'imprimer des cellules, d'imprimer des organes et de la peau, et de l'autre côté, la réalité des laboratoires, moi, qui m'a vraiment, je dirais, surprise. Pensant que j'étais immunisée, parce que ça fait quand même un petit peu longtemps que je travaille dans ces domaines-là. J'ai travaillé en anneau. Je sais qu'entre la promesse et la réalité, mais l'écart est plus grand que je croyais. En fait, et moi aussi, j'avoue que moi aussi, quand j'ai commencé le chapitre, je me disais, j'ai l'impression qu'on va avoir des témoignages de chercheurs un peu détachés, froids, mais non, on se rend compte que les gens de cette industrie sont très critiques, souvent, en fait, de l'industrie elle-même, et ça, dans vos témoignages, bon, évidemment, c'est anonyme, mais reste que vous transcrivez beaucoup de témoignages que vous avez entendus, et les chercheurs, ceux qui ont les deux mains dedans, un certain profil de chercheurs reste très critique de la bioimpression. Oui, puis c'est exactement ce que j'avais vu aussi en nanotechnologie, puis ce que j'ai vu en médecine régénératrice. Il faut comprendre qu'il y a deux choses. Il y a les ingénieurs, donc c'est aussi une start-up, donc elle fonctionne sur des brevets qui ont été faits à l'INSERM, donc il y a des chercheurs de Pasteur. Évidemment, il y a les chercheurs de Pasteur et les chercheurs dans la start-up vont avoir des perspectives un petit peu différentes. Mais en gros, les chercheurs, ce qu'ils nous disent, d'abord, ils savent. Il faut comprendre aussi que souvent, ils sont plus ouverts que les gens en sciences humaines, sur le débat, sur la... ça pourra faire l'objet d'un autre. Et donc, parce que les chercheurs, justement, ils se posent les mêmes questions. À vrai dire, moi, ce qui me fascinait, c'est que ça les angoissait, parce que justement, sur des questions plus fondamentales, sur ce qu'est le vivant ou manipuler le vivant, ils le font, mais c'est leur travail, donc ils se posent pas ces questions-là. Mais sur les questions plus éthiques, par exemple, dans la start-up où j'étais, ils m'ont presque tous parlé. J'aurais jamais pu le savoir sans... C'est ça, l'économie de la promesse et de l'espoir. Ils me disaient, mais il y a des gens qui appellent pour avoir... Eux, ils impriment de la peau, mais c'est de la peau qui va être utilisée pour des essais pharmaceutiques et non pas pour de la clinique. Et donc, puis les gens appellent, moi, j'ai mon frère qui est un grand brûlé, j'ai mon enfant qui a un cancer de la peau, mais il y en a pas de peau. Puis en plus, on est dans un laboratoire, on n'est même pas... Et donc, c'est tout ce phénomène où de plus en plus les gens, voient ça dans les journaux, en entendent parler, puis pour eux, c'est terriblement troublant. C'est très troublant comme chercheur parce qu'ils voient d'abord... l'écart, eux, ils le voient, mais en même temps, ils ne sont pas formés pour ça. En même temps, ça vient les chercher de façon subjective parce qu'ils voudraient bien. Il faut comprendre qu'un chercheur, il voudrait bien en trouver de la peau ou soigner les gens. Il est bien intentionné. Là. Il n'est pas manipulé par l'industrie. Non, ces gens-là veulent faire le bien.
mais on se rend compte que le décalage... Et parlons des médias un peu, parce que dans bien des domaines traités dans votre livre, je sentais toujours un peu en filigrane cette critique des médias qui créent la promesse, qui parlent justement dans un entrefilet souvent, on n'a jamais un grand dossier, d'une avancée médicale qui crée des faux espoirs. Est-ce que vous avez l'impression qu'on gagnerait à avoir, je pense que la réponse est simple, mais je veux quand même l'entendre, on gagnerait à avoir plus de journalistes avec une formation scientifique dans les grands médias? Une formation scientifique et une distance critique, je vous dirais, parce que la formation scientifique, parce qu'il y a une forme de fascination. Oui. La promesse, elle touche. Puis même, je pourrais dire pendant la pandémie, mais j'ai entendu des gens parler de la science, mais c'est parce que la question, c'est pas être pour ou contre, mais d'un côté ou comme de l'autre, je veux dire, tout ce qui est, tu sais, la science, c'est quand même le haut lieu du doute. Oui. Et donc, ça me fascine justement, l'espèce de, à la fois, c'est comme si on est pour ou contre. Oui. Hein, on peut, mais alors que la science, c'est tout le contraire, c'est la réflexion critique qui devrait être le cœur de tout ça. Oui. Donc oui, j'ai l'impression, puis en même temps, il y a une espèce, parce que le média, lui, ce qu'il va prendre, c'est la promesse, puis évidemment, il va faire la nouvelle. C'est quand même, moi j'ai l'impression, j'étais sur un débat sur France Culture, parce que il y a 2 semaines, on a fait des chimères macaques humains. Donc, toujours pour créer des organes, d'ailleurs. Ça ne marchera toujours pas, cette affaire-là. Puis là, c'est un chercheur... mais attendez, Céline Lafontaine, c'est intéressant. Bon, on connaît la chimère, cette figure mythologique, mais scientifiquement et concrètement, ça veut dire quoi? Une chimère, c'est-à-dire, on a pris des embryons, dans ce cas-ci, c'est des macaques, et on a injecté des cellules souches IPS humaines. C'est des cellules souches génétiquement modifiées pour avoir le statut embryonnaire. Donc, c'est des cellules qui peuvent se développer en n'importe quel organe humain dans les embryons de macaques. Puis on l'a évidemment, selon les protocoles éthiques, détruit après 14 jours. Donc, c'est ça qu'on appelle une chimère. Mais c'est pas la première fois. On en fait beaucoup. On a créé des souris avec des cancers et tout ça. Donc, c'est des cellules humaines qu'on injecte. Là, c'est vraiment l'idée de pouvoir éventuellement développer des organes humains dans des animaux. C'est incroyable. Mais donc, ce décalage médiatique, et dans votre chapitre sur la bioimpression, c'est que les chercheurs le disaient, on est très, très loin de la fabrication d'organes. On ne sait même pas. On est vraiment dans l'expérimentation et un peu beaucoup l'aléatoire. Bien, beaucoup, mais à vrai dire, le vivant, c'est la complexité. Puis, il me semble, tu sais, je vais le dire, puis je vais probablement redire, mais il me semble que c'est assez évident. On n'est même pas capable, avec toutes les connaissances scientifiques, les milliards investis, de connaître la source de ce fameux virus. Un virus, c'est rien au niveau du vivant. Un organe humain, c'est d'une complexité incroyable. Donc, c'est aussi ça, c'est cette espèce de rapport au réel qui est complètement perdu dans cette logique technoscientifique de la promesse. Parce que dans les faits, regardez les milliards investis. Oui, il y a des traitements qui se développent, mais c'est toujours expérimentaux. Puis il n'y a pas un traitement miracle, ça n'existe pas. Et donc, ce qui est problématique, c'est, comme je le dis, c'est le rapport que ça induit au vivant. Puis évidemment, les fonds investis ou l'impossibilité de démocratiquement choisir est-ce que ça vaut la peine de développer, par exemple, telle technologie, si on sait que finalement, les résultats, d'abord, pose des questions éthiques, parce que c'est encore important, et aussi on peut de potentialités de retombées concrètes, par exemple, dans un cadre de santé publique aussi. Il y a ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment... je dirais que c'est ça le plus trouvant, mais même l'économie de la promesse, évidemment, les médias, ils sont dans la surenchère médiatique, mais les chercheurs eux-mêmes, ils le feront dans une temporalité. C'est-à-dire, ils vont dire, éventuellement, on fait de la recherche pour des organes. Ils savent très bien, mais ils n'ont pas le choix pour aller capter les fonds. Le problème aussi, c'est qu'on ne subventionne plus la recherche fondamentale. On la subventionne très peu. Il y a un chercheur qui me fascine en France qui s'appelle Monsieur Canard, c'est son nom, qui est un professeur qui a travaillé toute sa vie depuis longtemps sur les coronavirus et qui n'arrivait pas à trouver de financement pour sa recherche fondamentale pour comprendre la structure de ces virus parce que, quand c'était pas d'actualité, on ne voulait pas le subventionner. Puis aujourd'hui, il est sorti beaucoup dans les médias durant la pandémie pour dire, si on avait pu poursuivre nos recherches fondamentales, non pas pour une application, mais pour comprendre la chose vivante qui est ce virus, ça nous aurait déjà permis d'être en avance quand on aura éventuellement besoin. Mais là, maintenant, on ne subventionne que les promesses d'application. Et ça, on le fait dans plein de domaines, pas seulement en sciences fondamentales, mais dans le domaine du génie. Puis ça, on l'a vu beaucoup accélérer sous le gouvernement de Stephen Harper. Mais je pense que, malheureusement, François Legault aussi
si ce gouvernement-là est dans cette logique-là, la recherche doit servir l'industrie, l'économie, et ça nous bouche beaucoup d'avenues de réflexion beaucoup plus larges sur la science fondamentale, entre autres. Ben, à vrai dire, c'est le modèle mondial globalisé. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est les politiques néolibérales qui ont fait en sorte que les fonds publics investis en recherche sont privatisés. Ouais. Et donc, c'est vraiment... Puis à chaque fois que, par exemple, on veut avoir une réflexion éthique, on va dire, ben finalement, on est en train de le faire en Chine. Ah, ben finalement... Mais moi, je le voyais en médecine... Dans un autre contexte, la recherche que j'ai fait avant, c'était en médecine régénératrice. Puis certains, parce que les chercheurs ont tous des éthiques différenciées, et certains me disaient, ben moi, si je ne les fais pas, mes essais cliniques, ici, je vais aller les faire en Chine. Il y a des chercheurs québécois qui vont faire des essais en Chine dans cette économie de la promesse. Parce que tout le monde, c'est pas aux chercheurs à prendre des décisions de toute façon. Et tous les gouvernements veulent créer des grappes industrielle et de recherche pour embarquer dans ce grand concert mondial, cette grande économie. Céline Lafontaine, merci beaucoup. Vous avez été très généreuse. J'espère que j'ai donné le goût aux gens de lire votre livre, Bio-Objet, les nouvelles frontières du vivant. C'est un livre qui est dense, mais qui est vraiment, vraiment passionnant. Puis moi, j'ai pas de notion scientifique et j'ai pas été trop perdu. Vous avez cette qualité aussi de vulgariser et de rendre accessibles des contenus qui sont denses, sans faire de compromis non plus sur la réflexion. Alors, merci beaucoup. Je suis vraiment heureux que vous ayez accepté de venir nous parler longuement comme ça à la balado. Ben, je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir. Alors voilà ce qui termine ce 36e épisode de la balado de Fred Savard. Oui, vous vous dites sûrement pourquoi cette petite musique inquiétante. En fait, c'est Plastic Man et la pièce Ask Yourself. C'est avec ça que c'est dans cette ambiance que j'ai préparé l'entrevue avec Céline Lafontaine, que j'espère qui vous a plu. Alors, avant de terminer, je remercie évidemment Larry Dufresne qui me donne un fier coup de main à la co-réalisation de cette balado et également Andréane Obansawin. Je les souligne chaque semaine parce qu'ils sont vraiment essentiels à ce projet-là, qui s'occupe des médias sociaux, entre autres. Donc, la semaine prochaine, incursion dans les collèges classiques. Vous savez, avec l'actualité, souvent, on a l'impression de faire un retour dans le temps avec des vieux projets, des vieilles idées des années 50. Mais là, on va s'y replonger avec Louise Bienvenue, l'historienne. Et ce soir, si jamais vous avez le temps, à 21h, là, on est samedi, 29 mai, je serai sur la plateforme Twitch, au DJ Fred Savard, sur Twitch, pour une session de DJing endiablé. Donc, je serai en direct pour vous faire danser. Ce ne sera pas ce qu'on entend nécessairement que je vais mettre. Je vais mettre un petit peu plus de musique dansante, mais j'avais envie de terminer avec ce bon vieux Plastic Man que j'écoutais beaucoup à une certaine époque et que j'ai réécouté pour préparer l'entrevue sur les bio-objets. Je trouvais que c'était tout à fait approprié. Alors je vais vous laisser avec Plastic Man. Vous allez voir, c'est une douce balade. Hey, bonne semaine tout le monde. Aren't voices in your head. They're just the echoes of your indecision. Don't ask me. Ask yourself.
your head. I can't help you. Help yourself.